Bonsoir à tous, bienvenue au Collège des Bernardins. Ce soir, dans le cadre d'une émission réalisée en collaboration avec le Vicariat pour la Solidarité, nous allons évoquer un thème à la fois éminemment chrétien, mais aussi éminemment républicain, celui de la fraternité. Ce débat sera l'occasion de confronter cette valeur maîtresse qu'est la fraternité à la triste réalité du mal-logement et de voir comment on peut y remédier. Alors, juste un chiffre avant de vous présenter nos invités, un chiffre édifiant, 3,5 millions de personnes en France logent dans des conditions difficiles, voire très difficiles. Alors, que font les bien logés pour les mal logés? Que font les élus? Quelles perspectives s'ouvrent en faveur d'un usage plus généreux des biens? Enfin, en quoi les nouvelles formes de colocation ou de partage peuvent-elles représenter des alternatives intéressantes? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités ce soir. Avec vous, Christophe Robert, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre, vous êtes sociologue de formation et à ce titre, vous avez beaucoup travaillé sur le thème de l'exclusion. Le mal-logement est donc un sujet que vous connaissez bien, d'autant que depuis 2004, vous êtes responsable de la coordination du rapport annuel sur l'état du mal-logement en France. Avec nous également sur ce plateau, Yves Lavoucriard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes directeur général d'Immobilière 3F, c'est la plus grosse société d'HLM en France. Vous connaissez donc très bien le monde du logement social, vous nous en parlerez pour avoir tenu les rênes de l'Office public des HLM de Paris, devenu Paris en Habitat en 1993, puis de la CIEM en 2004. Nous accueillons aussi pour débattre de ces sujets Père Dominique Greiner, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes assomptionniste et rédacteur en chef du journal La Croix, vous êtes docteur en théologie et vous avez vous aussi beaucoup travaillé sur cette question délicate du mal-logement, on en reparlera. Enfin, nous sommes heureux de pouvoir débattre de ce sujet également avec Véronique Fayet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes présidente du Secours catholique et ancienne adjointe au maire de Bordeaux. Vous étiez à ce titre chargée des politiques de solidarité et vous avez aussi été vice-présidente de la communauté urbaine de Bordeaux, chargée du logement et de l'habitat. Donc, inutile de dire que chacun de nos intervenants connaît très bien ces sujets et je vous propose de commencer, si vous le voulez bien, par définir ce dont on parle. Qu'est-ce que la fraternité? Je ne sais pas lequel d'entre vous, peut-être vous, Dominique Greiner, au hasard, lequel d'entre vous souhaite nous donner une définition de ce terme de fraternité? Je crois qu'il faut partir... moi, je partirai des Écritures avec la question qui est adressée. Où est ton frère? Et donc, après, la question, c'est où je vais le chercher, ce frère? Et c'est là où ça va commencer à se structurer, la fraternité, dans une relation, dans un lien. Donc, il n'y a pas de fraternité sans relation. Donc, je commencerai à la définir à travers cette dimension relationnelle. Est-ce qu'il faut estimer que la notion de vivre ensemble serait le versant laïque de la fraternité? Là aussi, je laisse libre cours à celui ou celle d'entre vous qui souhaite y répondre. Oui, je crois que moi, j'ai envie de rebondir là-dessus. D'abord, pour dire que la fraternité, en fait, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est vraiment quelque chose qui se construit par une sorte de décision et de volonté. Parce que, bien, on le voit dans la Bible, la fraternité n'est pas naturelle. On voit comment s'est terminée l'histoire de Caïn et d'Abel. Donc, pour nous, chrétiens, effectivement, c'est un don de Dieu, un don qu'on accueille. Mais pour l'accueillir, il faut le désirer, il faut le construire tous les jours. Et donc, il y a un certain nombre de présupposés. D'abord, il faut accepter et avoir envie de sortir de l'entre-soi. Sortir de son quartier, de sa résidence et aller au-devant de l'autre. Il faut changer son regard sur l'autre et partir du principe qu'il a une égale dignité et qu'on partage cette même dignité malgré nos différences de couleur de peau, d'origine sociologique, de culture, etc. Et puis, il faut aussi chasser les peurs. Et c'est vrai que j'ai vécu ça souvent en tant qu'élu et on le vit tous. On a peur de ce qui est différent. On a très peur, on ne veut pas voir, on se fait des tas d'idées, des idées fausses, bien entendu. Donc voilà, donc vivre ensemble pour construire cette fraternité, et ben voilà, ça suppose de surmonter tous ces petits obstacles et de faire l'effort de se connaître, de changer son regard et d'aller au-devant de l'autre précisément pour entrer dans une relation et dans une vraie rencontre. Surmonter ces peurs, Christophe Robert, c'est quelque chose à quoi, dans le cadre de la Fondation Abbé Pierre, vous êtes confronté, enfin de faire ce travail de pédagogie, si j'ose dire, et d'inviter les gens à aller vers plus de fraternité? Oui, c'est difficile, ça a été dit, ça ne va pas de soi.
Alors, est-ce que fraternité, vivre ensemble, fraternité est devise de la République. Donc, je crois qu'on peut quand même aller la chercher aussi là. Mais justement, pardon de t'interrompre, mais c'est vrai que l'idée qu'on se fait, puisque vous parlez de devise de la République, effectivement, l'idée qu'on se fait de la fraternité dans une optique républicaine renvoie aux notions de solidarité, d'unité, hein, vous en avez parlé, alors que dans une optique chrétienne, on a davantage en tête l'idée que nous sommes tous les enfants d'un même père. Est-ce que vous voyez les choses comme ça également ? Écoutez, Fontaine Saint-Pédire est laïque, donc je serais assez prudent, même si on a un fondateur que vous connaissez, donc, et donc vous connaissez le parcours. Je crois que, quelle que soit la déclinaison, la motivation finalement d'aller dans une logique de fraternité, ce qui est fondamental, c'est la notion de lien, on vient de le dire. Est-ce qu'on peut vivre sans se préoccuper de ce qui se passe à côté ? Est-ce qu'on peut vivre en se disant, si je prends l'exemple du logement, puisque c'est le thème, en se disant, il y a des populations qui sont stockées dans des parties du territoire, on espère que ça vivra comme ça, on met une coupelle dessus et que ça n'explosera pas. Le problématique de la ségrégation territoriale. Est-ce que, par rapport à l'actualité immédiate, on peut rester indifférent à l'autre, rempli de richesse, donc ça veut dire avoir un changement de regard, c'est-à-dire l'autre qui fait peur parce qu'il est différent, l'autre qui fait peur parce qu'on ne le connaît pas, peut devenir potentiellement quelque chose de l'ordre de la richesse partagée, c'est-à-dire c'est par la rencontre avec l'autre et par la différence aussi que cet autre nous apporte qu'on va peut-être pouvoir construire finalement une société plurielle, une société plus riche. Donc ça demande une mécanique quotidienne et philosophique, spirituelle pour le coup également, qui est très difficile et qui ne va pas de soi. Même la fraternité au sein d'une famille, son frère, sa sœur, c'est pas toujours, ça colle pas toujours, pour dire les choses simplement. Et pourtant, il faut construire cette relation parce qu'on est dans le même ensemble. Si on considère que la ville ou la région Île-de-France ou que la terre, c'est un même ensemble, et que donc on a le devoir collectif d'aller à la rencontre de l'autre pour aller chercher sa richesse, plus que craindre sa différence, la différence qu'il a avec nous, je pense qu'on est au cœur de bâtir une société évidemment beaucoup plus solidaire. Donc c'est tous les jours qu'on se pose la question. Dans l'accueil des sans-abri. Une ville, quand on veut créer un lieu pour accueillir les sans-abri, nous, on veut le faire dans le centre-ville, près des transports, près des services des associations, près des lieux d'accès aux droits. Et beaucoup de maires nous disent « Non, non, oui, ok, on le fait, mais pas ici. » Ben oui, mais fondamentalement, si l'autre est cette richesse, si l'autre peut construire avec nous, il faut pouvoir changer ce regard et lui faire la place qu'il convient. On parlait de construire des logements, justement, en tant qu'expert du logement social, Yves Lafoucrière. Vous avez certainement été amené à réfléchir aussi beaucoup à cette notion de fraternité, et qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Bien sûr. Non, mais si vous voulez, par rapport à l'approche de la fraternité, que ce soit l'approche républicaine ou l'approche chrétienne, ce qui me frappe en vous entendant, alors moi je vous donnais un témoignage d'opérateurs de terrain, on gère plus de 200 000 logements en France. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'opère dans le domaine du logement social. Et je suis très frappé de voir dans la vie de tous les jours comment les gens qui sont déjà logés dans nos HLM ont de plus en plus de mal à vivre ensemble, à bien vivre ensemble. Et c'est pour un rien, c'est les tensions par rapport aux voisins du dessus parce qu'il fait du bruit, c'est les tensions par rapport à la vie des uns et des autres des parties communes. Il y a une espèce de dégradation générale du vivre ensemble qui est certainement liée au fait qu'il ne faut pas se voiler la face. On est passé en une vingtaine d'années d'une société du plein emploi, une société où les gens arrivaient dans nos HLM, c'était un vrai progrès. Ils venaient bien souvent de logements insalubres, de logements suroccupés. Il ne faut pas oublier que par exemple à Paris, au début du XXe siècle, il y avait 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants. Donc grâce à la création massive d'HLM après la Première Guerre mondiale et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on a donné des opportunités de logement, d'espace, de qualité, d'accès au confort, la salle de bain, le chauffage. Et parallèlement, les gens avaient du travail. Il y avait l'usine à côté qui créait énormément d'emplois. Et les gens s'inséraient dans la société et vivaient ensemble de façon assez harmonieuse. Et il est clair que depuis, je ne sais pas si 10 ans, 20 ans, la dégradation de l'emploi a conduit à la ghettoisation d'un certain nombre de quartiers. Fort heureusement, depuis une dizaine d'années, on a mené en France ce qu'on appelle les politiques de renouvellement urbain massives, qui ont permis de reconfigurer un certain nombre de quartiers et d'éviter ces phénomènes qui allaient qu'aggraver cette ségrégation sociale et la difficulté des gens à vivre ensemble. Donc,
Fraternité, oui, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit républicaine, mais je pense que la base de tout ça, c'est que par rapport aux gens que nous logeons, que ce soit des gens qui aient du travail, que ce soit des gens qui n'ont pas de travail, que ce soit des sans-abri, il faut absolument pour ça qu'on arrive au-delà du logement, au-delà de l'hébergement, à les réinsérer dans la société. C'est un sujet majeur. Alors justement, vous faites une transition parfaite parce qu'après avoir défini ensemble ce qu'on entend par fraternité, je souhaitais voir avec chacun d'entre vous quelle est la définition du mal-logement, à partir de quel seuil on parle de mal-logement. Et vous parliez à l'instant, Yves Lafoucrière, de la ségrégation sociale. Je regardais avec intérêt, Dominique Greiner, la vidéo que vous avez diffusée sur le site pour lequel vous avez été enregistré sur le site du Collège des Bernardins, dans laquelle vous décrivez la réalité du mal-logement, les contraintes qu'elle suppose, de l'insalubrité à la précarité, en passant par l'éloignement du lieu de travail, et j'en passe, qui contribuent à un mal-vivre. Voilà, à partir de quand est-ce qu'on parle de mal-logement ? Je crois que si on évoque tout ça, ça veut dire qu'une politique du logement, c'est pas simplement de construire des HLM ou une zone pavillonnaire. Voilà, penser le logement, c'est penser des transports, c'est penser la proximité des lieux de travail, c'est penser des commerces, c'est penser des lieux de culture. Donc voilà, c'est vraiment un aménagement urbain. Et on aménage un espace. Enfin, j'aime bien, voilà, c'est ce qu'on nous demande, d'aménager un espace pour rendre le monde plus habitable. Or, il est évident que dans nos villes, que dans nos cités, il y a des lieux, effectivement, où des gens ont un toit, mais un toit, ça ne fait pas une maison. Ça ne fait pas encore un lieu habitable. Et donc, quand on évoque la question du mal-logement, ce n'est pas simplement les conditions de salubrité interne d'un logement, de savoir s'il y a assez de pièces pour loger une famille plus ou moins nombreuse. C'est bien de penser le logement dans sa globalité et qui va faciliter ces liens dont on parlait il y a un instant. Des conditions difficiles de transport, des conditions difficiles d'accès au travail, des conditions d'accès difficiles à la culture, ça contribue au mal-logement. Alors, je le disais dans mes questions en préambule, que font les élus par rapport à ces questions ? Véronique Fayet, je le disais tout à l'heure, vous avez exercé à la mairie de Bordeaux, mais aussi pour la mairie de Paris. Vous connaissez donc très bien à la fois le fonctionnement municipal et la réalité du logement. Alors, quel devrait être le rôle des élus pour améliorer ces questions sur le mal-logement ? Alors, j'ai été élue à Bordeaux, mais jamais à Paris. Mais peut-être un jour, je ne sais pas. Mais... oui, je voudrais juste témoigner, parce que Christophe Robert disait, oui, il y a des maires qui refusent qu'il y ait des centres d'hébergement en centre-ville. Moi, j'ai connu un maire à Bordeaux, donc, qui avait décidé, avec que son équipe, qu'effectivement, il fallait créer des centres d'hébergement pour des jeunes, des personnes sans domicile, des centres d'accueil de toxicomanes, enfin des lieux un petit peu sensibles, dans le centre-ville, parce qu'on avait bien compris que, évidemment, c'était une condition sine qua non de l'insertion. Et là, alors, on était confronté à une grande violence de la part des riverains, à des pétitions, à des mouvements très, très, très difficiles à gérer. Et en fait, il y avait deux règles simples. D'une part, le politique tient bon dans sa détermination à dire, si on veut faire société, eh ben, on partage la même ville, on partage le même trottoir et on ne relègue pas les gens à l'extérieur. Donc le politique tient bon et on ouvre le dialogue. Voilà. On ouvre le dialogue pour faire tomber les peurs. Parce que moi, tout ce que j'ai entendu, en général, c'était de la peur, de la méconnaissance. Parce que ouvrir un centre pour des jeunes, par exemple, à la rue, c'était forcément des jeunes délinquants, drogués, avec des chiens, enfin des images, des clichés. Et donc, quand on prend le temps du dialogue et de l'empathie avec les riverains aussi, dont on peut comprendre les peurs, quand on déconstruit ces peurs une par une avec les professionnels, parce qu'effectivement, là, il y a un soutien des professionnels qui est très important, parce qu'ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Quand on peut faire parler des gens de la rue, c'est encore mieux, parce que là, en général, là, ben, ça montre qu'effectivement, ce sont des personnes comme les autres. Voilà. Et donc, dans le dialogue, on arrive toujours, en fait, à un retournement même. C'est pas seulement une acceptation, c'est un retournement. Et moi, j'ai vu très souvent des gens qui étaient farouchement contre un projet, je pense notamment à un centre d'accueil d'urgence, qui devenaient après bénévoles et aidants dans le centre, apportant le petit déjeuner, apportant et soutenant en fait le projet. Donc voilà, je pense que ça repose sur le dialogue, l'écoute, le respect mutuel et la déconstruction de peurs qui sont plus d'ailleurs des fantasmes qu'autre chose. Oui, c'est très encourageant de constater ces expériences-là. Et je pense que c'est porteur d'espoir pour la société, ce qui vient d'être dit par Véronique Fayet. On partage complètement cette expérience-là.
C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher les principes. C'est pour ça qu'il faut regarder l'autre, y compris dans le dénuement, comme son égal. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut aller au bout de projets comme ça, et qu'un élu va aller au bout, et qui va faire, ou un bailleur social d'ailleurs, et il va faire preuve de pédagogie pour expliquer pourquoi on fait ça, en quoi ça va permettre d'améliorer globalement la vie de la cité. Quand il a été question l'été dernier, il y a un an, de mettre des grillages, des pics, fermer les bancs, vous savez, dans une commune, je ne suis pas là pour les citer, c'est pas où on traite finalement les personnes à la rue comme des pigeons, hein, on met des pics pour pas qu'ils s'installent. Clairement, on partait dans une dérive. Quand on fait du mobilier urbain qui ne permet pas aux gens de se reposer, quand on ferme les sanisettes, quand on ferme les WC pour les personnes à la rue, quand on ne permet pas un accès à l'eau pour ce besoin essentiel, le fait de boire, en réalité, on s'illusionne. On pense qu'on va pouvoir déplacer le problème en espérant que d'autres s'en occuperont, se renvoyer la patate chaude. Mais quand on l'affronte, et si on est prêt à l'affronter collectivement, ça fonctionne. Et je pense qu'il faut même aller plus loin encore. On fait un festival vendredi et samedi prochain à Apt, dans le sud de la France, où c'est 500 personnes accueillies sans abri, sans domicile, dans nos lieux d'accueil de jour, dans les pensions de famille, qui sont des logements pour les personnes en difficulté, qui ont travaillé toute l'année avec des artistes de qualité pour produire de la manifestation culturelle, de la poésie, du cinéma, de la peinture, du théâtre, du clown, etc. Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant qu'on fait ça, où les personnes travaillent toute l'année à produire de la production culturelle. Et puis on invite les gens de la ville, du département à venir nous rejoindre. Cette année, ça sera à Apt. Plusieurs milliers de personnes vont venir. L'expérience pour les personnes exclues de cette démarche de pouvoir se poser, pas simplement être en train de chercher à manger et à boire ou de quoi dormir le soir, mais pouvoir être quelqu'un, retrouver sa dignité et pouvoir se produire devant les autres, voir le regard qui change. Vous n'imaginez pas comme ça vient complètement inverser les logiques de stigmatisation. Et donc ça veut dire que, en fait, et je conclurai là-dessus, on parle de 3,5 millions de mal logés. Personne à la rue, personne dans des logements mais surpeuplés, ou des logements dangereux, ou des logements insalubres, etc. Mais si je vous disais il y a 4 millions de mal logés, et pas 3,5 millions, ou plutôt 3 millions et pas 3,5 millions, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Mais chaque histoire derrière ces 3,5 millions de personnes, quand on les expose, au sens, on fait la rencontre, quand elles sont rendues visibles, les gens disent c'est pas possible. C'est pas possible que cette personne ait dégringolé comme ça, qu'elle avait cette situation-là, et puis de fil en aiguille, la main n'a pas été tendue, et qu'est-ce qui s'est passé? Et par exemple, quand on présente notre rapport de la Fondation Abbé Pierre devant plusieurs milliers de personnes, on présente des chiffres, des statistiques, il faut suivre l'actualité, il faut suivre l'évolution des politiques publiques. Mais dès qu'on présente une situation de quelqu'un qui témoigne de ce qui s'est passé ces dernières années, tout le monde dit « Oh, ah ben oui !» Et là, on lui trouve un logement. Alors, je dis souvent aux ministres successifs, parce que ça change, hein, les ministres, beaucoup. Nous, on est très stables, mais les ministres changent. Je leur dis, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le ministre? Qu'est-ce qu'il faut vous présenter 3,5 millions de situations pour qu'on puisse trouver derrière la bonne réponse dans la société. Les témoignages concrets parlent souvent plus que des chiffres. Vous vouliez réagir, Yola Foucrière? Oui, ce que je voudrais dire sur les questions d'hébergement, de familles en difficulté, de sans-abri, je crois qu'effectivement, si c'est bien préparé par la collectivité locale, par les bailleurs, on arrive à trouver des solutions. Et nous, on a plein d'exemples d'opérations qu'on a montées à Paris, dans des communes, où les choses se passent très bien avec l'environnement, même si au début, il y avait des inquiétudes. La vérité, c'est que ces opérations sont complexes à monter, ça coûte cher. Donc il y a un problème de financement de ces opérations, c'est clair. Et du reste, il y a une préoccupation sur les années à venir, c'est que comme l'argent public est de plus en plus rare, que ce soit du côté de l'appareil d'État ou des collectivités locales, les conditions de financement qu'on a connues ces 10 dernières années ne seront plus les mêmes. Et donc là, c'est une vraie difficulté. Et ce qui coûte encore plus cher, c'est comment faire vivre toutes ces associations qui font ce travail fantastique. J'ai regardé, par exemple, je vous disais ça hier au téléphone, on a monté une opération dans le 15e arrondissement avec une association qui s'appelle Aux Captifs la Libération. On a voulu expérimenter un projet hyper ambitieux, fantastique, où 21 personnes qui viennent soit de la rue, soit de situations où elles ne sont plus du tout insérées, vivre dans des appartements avec des accompagnants qui sont des gens qui vivent, qui ont une vie dans la société, etc. Mais si vous voulez, tout ceci fonctionne maintenant depuis 5 ans. C'est 21 personnes qu'on héberge. C'est 3 à 4 personnes à peu près chaque année qui arrivent à sortir difficilement.
Et c'est surtout une dizaine de personnes qu'il faut mobiliser pour encadrer, pour accompagner ces personnes. Et donc, je dirais, toutes ces politiques, il ne faut pas se voiler la face, il faut du professionnalisme, il faut une volonté des élus, mais il faut des vrais moyens financiers, que ce soit l'investissement, et je dirais encore plus pour le fonctionnement. Pas seulement des moyens financiers, des moyens humains, parce qu'il faut des gens, la notion de fraternité, elle est portée à sa quintessence, je dirais. Enfin, c'est tout à fait essentiel. Vous évoquez, pardon de vous interrompre, la question du coût, juste, on va revenir, la question du coût, très important. Est-ce que c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas davantage de logements sociaux à Paris ou en région parisienne? Parce qu'on entend régulièrement dire qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. Moins de 300 000 construits en 2014. On dit que c'est le pire niveau depuis 1997. Est-ce que c'est uniquement... Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Si vous voulez, il y a les logements sociaux familiaux et les structures d'hébergement de réinsertion. Ce dont je parlais, là, c'était plutôt les structures d'hébergement de réinsertion. Sur les logements familiaux, moi, je considère qu'en 50 ans, en France, on a énormément progressé. Alors, je sais bien que c'est un point de débat qu'on a régulièrement avec Christophe Robert. La réalité d'abord, c'est qu'au niveau national, on a entre 4 500 000 et 5 millions de logements sociaux. Des logements dont tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont de meilleure qualité que le parc privé, et des logements qui permettent, sur 80% du territoire, à trouver un vrai équilibre entre la demande de logement et l'offre de logement. Il ne faut pas se voiler la face. Pendant des années, le monde HLM a été sur l'idée de dire on manque de logement partout. Ce n'est pas vrai. Sur 80% du territoire, le sujet c'est ce que j'appelle une offre de renouvellement. C'est comme dans le marché de l'automobile, il y a des automobiles qui deviennent vieillottes, obsolètes, il faut les remplacer. Sur 80% du territoire, ce n'est pas tellement une offre nouvelle qu'il faut faire, c'est remplacer des vieilles barres HLM, supprimer des vieilles ZUP en périphérie de ville où il n'y a plus d'emploi pour les remplacer par de l'hébergement, par de l'accession sociale à la propriété, par des logements locatifs qui correspondent aux nouveaux besoins de ces territoires. Et puis après, on a un problème spécifique, essentiellement l'Île-de-France, et quand on dit l'Île-de-France, c'est plutôt la partie dense de l'Île-de-France, et peut-être en province quelques territoires comme la Côte d'Azur, la zone frontalière entre la France et la Suisse, sur lesquels il y a effectivement un déséquilibre chronique entre l'offre de logement bon marché et la demande. Et donc par rapport à ça, les acteurs HLM bougent et produisent. On a produit quand même il y a 2 ans, même s'il y a eu un creux l'an dernier, mais le creux de l'an dernier, il était conjoncturel. Il était lié au fait qu'il y avait des élections municipales début 2014 et que 12 mois avant les élections municipales, les élus ne veulent plus rien faire et 12 mois après, ils se mettent en place. Le temps de relancer les opérations, ça fait 18 mois à 24 mois de flottement. Mais cette année, je pense que les opérateurs HLM actifs auront des bons rythmes de production. Et la question de l'Île-de-France est beaucoup plus compliquée qu'ailleurs, tout simplement parce que la gouvernance politique de l'Île-de-France n'est pas aussi simple qu'elle l'est dans des villes comme Lyon, comme Bordeaux, comme Marseille même, ou comme d'autres métropoles régionales. Alors, Véronique Fayet pourra nous en parler. Et donc c'est pour nous une vraie difficulté pour la production. J'imagine, avant peut-être de nous présenter les innovations, la façon de chercher à innover sur ces questions au sein du Secours catholique, peut-être peut-on rappeler ce qu'on entend par mal logement? Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de mal logement, on a dit 3 millions, 4 millions, 4 millions et demi. Effectivement, c'est des chiffres tellement énormes et tellement abstraits que ça finit par plus rien vouloir dire, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par être mal logé? À partir de quel seuil? Alors, je veux bien vous répondre à votre question, mais après, je voudrais revenir un petit peu sur la question du financement, parce que j'avais peut-être une petite nuance par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est que le mal logement, je ne l'ai pas vécu personnellement, et puis les chiffres, comme disait Christophe, je ne sais pas si ça nous parle, on ne sait plus, 3 millions, 3 millions 5, 4 millions, ça ne veut plus rien dire. Donc, je repris des paroles de gens qui sont mal logés, en fait, c'est tout simple. C'est un très beau travail qui a été fait par le Secours catholique d'Île-de-France, une enquête sur l'hébergement à l'hôtel. Donc des familles qui sont hébergées à l'hôtel, soi-disant en urgence, par le 115. Ce n'est pas vraiment de l'urgence parce que certaines y restent 1, 2, 3, jusqu'à 4 ans. Voilà. Et dans des conditions terribles, parce que des conditions de promiscuité, d'insalubrité, c'est loin de l'emploi, c'est loin des écoles. C'est hébergé, moi je dirais plus c'est ballotté, parce que au moindre problème, sans que les gens comprennent très bien pourquoi, on les change d'hôtel.
Alors, comment est-ce qu'on change les enfants d'école, etc. Voilà. Vous avez dit quelqu'un hébergé, mais c'est vrai qu'on entend parler de loger, d'habiter, d'héberger, donc finalement, il y a beaucoup... J'ai retenu cette phrase donc, d'une personne qui vit à l'hôtel, et parce qu'elle est en lien très fort avec la fraternité. Je vous la lis, excusez-moi, parce que je crois qu'il faut respecter la parole des gens et prendre du mot à mot. Donc cette dame nous dit « À l'école, mon fils s'est fait traiter de clochard parce qu'il vit à l'hôtel. D'autres enfants ont reçu les mêmes critiques. Pour les enfants, cela fait mal. Ils ont quand même des amis à l'école, mais dès qu'ils parlent de leur vie à l'hôtel, les rapports changent. Un jour, la mère d'un ami de mon enfant a voulu nous raccompagner en voiture. Ce jour-là, elle a découvert où on habitait. Les rapports n'étaient plus comme avant. Elle nous a ramené des habits, des jouets. Elle a eu pitié. » Et on voit que cette pitié qui fait mal, quoi, ce regard qui change. C'était une dame digne justement de fraternité, d'amitié, et ça devient de la pitié parce qu'on s'aperçoit qu'elle est logée à l'hôtel, donc image de clochard, de SDF, etc. Donc effectivement, on voit bien que l'absence des droits, l'absence du droit au logement, l'absence d'un emploi, tout à l'heure vous parliez aussi du chômage massif dans certaines cités, eh bien, elle met à mal la fraternité de manière extrêmement grave. Et cette étude qui a permis de rencontrer 950 familles est formidable parce qu'elle montre aussi le courage de ces gens-là, le courage qu'il faut pour résister à des conditions de vie pareilles. Quand on est à 5 dans la même chambre, qu'on ne peut pas se faire de cuisine, qu'on a l'hôtelier qui vous regarde de travers dès qu'on fait du bruit. Et ils expliquent bien le stress que ça met dans la vie familiale, dans la vie amicale, pour aller à l'école, chercher du travail, se soigner, etc. Donc, ça fait toujours froid dans le dos. On va reparler après de la question des subventions. J'ai bien noté que vous vouliez en parler. Du financement, du financement. Oui, mais juste puisqu'on parle de témoignages, Dominique Greiner, dans le cadre de votre rédaction, des témoignages, vous en avez très régulièrement, sur cette question du logement et plus précisément du mal logement. Comment est-ce que, en tant qu'observateur assidu, puisqu'au sein d'une rédaction, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer ces dernières années et est-ce que la situation vous paraît bloquée ? Bloquée, bon, ce serait peut-être trop radical, mais c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le manque de construction de logements neufs, et on voit bien qu'à un certain nombre de zones, on l'a dit, on manque de logements à des prix accessibles. Enfin, c'est aussi la question des loyers, et ça fait partie aussi du mal logement que d'être de subir des loyers importants, et donc finalement pour des familles notamment d'être obligé d'habiter des logements qui sont trop petits. Enfin, ça fait partie du mal logement. Donc on voit bien, hein, la réflexion, elle se pose à la fois sur une politique de construction, mais les politiques de contrôle des loyers, enfin avec les loyers plafonds qu'on vient de mettre dans un certain nombre de zones, ça fait partie aussi de cette politique voilà, que le gouvernement essaye de mettre en place. Donc, qui sont des instruments pour essayer... Enfin, on voit bien, les politiques voient bien qu'il y a une difficulté et qu'on essaye de régler avec des instruments qui sont plus ou moins adaptés, qui font réagir le marché privé d'une manière plus ou moins positive. Donc voilà, c'est tout ça. Enfin, on voit bien qu'il y a une préoccupation, mais on ne sait pas très bien comment y répondre. Et finalement, moi, ce que je perçois, et c'est finalement ce qui s'est dit à travers les interventions, la réponse, ça peut pas simplement une question technique. Hein, c'est pas simplement de donner un toit. Bon, il y a une très belle intervention du pape François l'année dernière au mouvement populaire au mois d'octobre. Hein, il parlait sur des gens qui sont très investis en Amérique du Sud. Hein. Il y a les droits fondamentaux, c'est une terre, c'est un toit et un travail. Et il dit très clairement, un toit, c'est pas encore une maison. Hein. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut, voilà, on va habiter un lieu, et un lieu, c'est tout ce qu'on a dit. Enfin, il faut de la relation, il faut de la fraternité pour habiter un lieu. Et le pape François va nous dire, bien, finalement, la réponse à la pauvreté, c'est la fraternité. Et donc la question, et on l'a posée tout à l'heure, vous le disiez, hein, à travers la question politique, c'est l'habitation d'un espace, c'est l'habitation d'une ville. Hein, le mot police qui donne politique. Et donc la responsabilité des politiques à l'égard du logement, je dirais, c'est la responsabilité par excellence. Comment nous allons habiter un lieu, donc une nation, une terre aussi. Hein, le pape, dans son encyclique Laudato Si, parle de maison commune. La maison, il faut qu'on habite ensemble. Et donc, la question du logement, c'est la question éthique fondamentale. S'il n'y a pas des lieux où nous pouvons nous rencontrer, s'il n'y a pas des lieux où nous pouvons nous éduquer, s'il n'y a pas des lieux où nous pouvons nous soigner, bref, s'il n'y a pas des lieux dans la société où nous pouvons lier des liens,
nous sommes foutus, quoi. Et donc, je pense qu'il y a des choses quand même qui avancent de ce point de vue-là, enfin, à travers les expériences ou les mouvements que vous représentez. On va en parler tout de suite, effectivement, des alternatives. Et je ne vous oublie pas du tout, Véronique Fayet, sur la question du financement. Juste, j'entendais que vous vouliez réagir, Monsieur Robert, sur... parce qu'on a pas mal parlé de loger, habiter, être hébergé. Finalement, quelle différence entre tout ça? Je rappelle que donc, vous avez coordonné ce rapport sur le mal logement et que vous connaissez très bien ces réalités. Oui, je pense que tout à l'heure, je disais, les chiffres, finalement, ne suffisent pas à provoquer le choc. Et la réponse, la bonne réponse de la société dans son ensemble, néanmoins, c'est important de suivre. Si je vous dis, par exemple, que le nombre de sans-abri ou de sans-domicile fixe en France a augmenté de 50% en 10 ans, et qu'aujourd'hui, il y a 140 000 sans domicile fixe, selon l'INSEE, je pense que ça doit quand même nous alerter. Dans une société riche, 5e, 6e puissance du monde. Donc, en fait, le mal-logement, il se caractérise assez facilement. Il y a les personnes qui sont privées de domicile personnel, donc les sans domicile fixe, ceux qui vivent dans des cabanes, ceux qui vivent dans des bidonvilles, ceux qui vivent dans des campings à l'année, sous des tentes. Donc, il y a à peu près 700 000 personnes qui sont sans domicile personnel, en gros, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Puis après, le mal-logement, c'est aussi les personnes, ça a été dit, qui sont, par exemple, dans des logements trop petits. 5 personnes dans 15 mètres carrés. Ou dans des logements insalubres et dangereux. Donc le mal-logement, c'est ne pas avoir de logement, ne pas avoir de toit, ne pas avoir un toit digne, ou alors être dans des mauvaises conditions de logement. Mais fondamentalement, c'est vraiment important ce que vous venez de dire, parce que en réalité, la réponse à la problématique du mal-logement ne sera pas technique. C'est seulement à partir du moment où on considère qu'avoir un logement, c'est ce qui permet d'avoir un emploi, ce qui permet d'avoir des relations, c'est ce qui permet de scolariser de façon satisfaisante les enfants, de pouvoir se soigner convenablement, se reposer, se protéger. C'est seulement parce qu'on aura considéré tout ça, ou qu'on aura observé que le coût du logement, quand il faut dépenser 60% de son budget pour se loger, ça a des incidences sur les arbitrages. On se soigne moins, on s'alimente moins bien. C'est en prenant en compte toutes ces dimensions, l'impact énergétique des passoires thermiques, ces logements pourris qu'on n'arrive pas à chauffer et qui dépensent beaucoup d'énergie. C'est parce qu'on aura considéré toute cette dimension qui est fondamentale qu'on arrivera à intégrer une politique digne de ce nom en matière de logement. Et je prendrai un exemple par rapport au lien et cette question de la fraternité qu'on évoquait. Quand vous avez quelqu'un qui vit dans une cave, ça n'est pas un logement normalement. Mais il y a beaucoup de gens qui se rabattent vers des formules type cave, parking transformé en logement. Et que vous entendez une mère que nous on a aidée qui nous dit « J'ai demandé à mes enfants de refuser toutes les invitations à l'école pour aller à un anniversaire, pour aller, parce qu'on ne sera pas capable de les rendre, parce qu'on ne peut pas montrer là où on vit. » C'est déjà la fin du premier lien, de ce lien fondamental, fondateur de la fraternité. Donc ce que vous avez dit est fondamental dans le sens où le loger n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête toutes ces multidimensions qui se cachent derrière la possibilité. Et on le sait, nous, quand on rentre le soir et qu'on se repose, on se dit « Waouh, ça fait du bien de se poser. » Celui qui ne peut pas se poser, il ne se pose pas. Et je crois que le lien entre nos sujets, fraternité, logement, il faut vraiment l'avoir en tête dans sa globalité. Moi, j'ai trop vu de réponses techniques, en fait. Construire, oui, mais où, pourquoi, quoi, comment, quel type de logement. Bon, moi, ce que je constate, c'est que peut-être il y a assez de logements sociaux dans certaines zones territoriales, mais à la limite, moi, ce n'est pas tant le logement social qui m'intéresse. C'est la réponse en logement à la réalité des ressources des ménages et besoin de la taille de la famille. Si tout le parc privé était encadré pour être en phase avec le revenu des ménages, c'est-à-dire beaucoup de gens qui gagnent un SMIC, 1 100 € net, donc ça voudrait dire des logements à 250 €, des loyers à 250 €, si on dit qu'il ne faut pas dépenser plus de 25%. Si le parc privé répondait à l'ensemble des besoins de nos citoyens, nos concitoyens, il n'y aurait pas besoin de trop de logements sociaux, il y en aurait toujours besoin. Donc finalement, tout ça doit nous poser la question, est-ce qu'on est capable de satisfaire les besoins de la société aujourd'hui? Non, on ne l'est pas, y compris dans des zones rurales où on intervient, où on voit des ménages propriétaires qui n'arrivent pas à entretenir depuis 20 ans leur logement, ils sont dans un logement pourri, ils sont mal logés. Je crois qu'on a un critère intéressant sur le mal-logement, c'est de savoir est-ce que finalement j'accepte ou je peux accepter que quelqu'un d'étranger rentre chez moi. Voilà, à travers les exemples que vous donniez, voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas accueillir parce qu'ils se sentent que leur logement, enfin, c'est leur dignité qui est en cause. Et puis un autre, par exemple, et les gens qui sont sans domicile, eux, ce sont des gens qui ne peuvent pas non plus accueillir. Donc il y a quelque chose, enfin, comment on parle dans une maison? Une maison, il y a un intérieur.
eh bien, il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité d'avoir une intériorité, d'avoir un lieu où on se repose, un lieu où on accueille. Je crois que la question, enfin, une des définitions du mal-logement, par rapport, voilà, ce serait peut-être cette capacité d'accueillir. Est-ce que finalement, je me sens libre de pouvoir accueillir quelqu'un sans avoir honte? Voilà, est-ce que je peux accueillir quelqu'un pour passer un moment avec moi, pour prendre un repas? Il me semble qu'on aurait peut-être un raison, critère. Et c'est là où on voit la force du témoignage. Vous l'évoquiez aussi tout à l'heure avec ce texte que vous nous lisiez, Véronique. Alors justement, je vous redonne la parole sur cette question je m'étais engagée sur cette question du financement parce que Yves Lafaucrière évoquait tout à l'heure la question du coût. Vous en avez aussi parlé à l'instant. Voilà. Vous vouliez nous expliquer comment ça fait suite à tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le problème du logement, c'est pas seulement un problème technique et c'est pas seulement un problème d'argent. Il y a des innovations. Alors sur l'investissement, il y a eu des innovations qui sont plus très neuves déjà. Elles ont déjà une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Des associations comme Habitat Humanisme ou Solidarité Nouvelle face au logement ou d'autres. Et le Secours catholique va faire la même chose, a fait la même chose d'ailleurs, et on fait nos premiers pas. On crée des sociétés foncières. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une société foncière? Ça permet de collecter de l'épargne privée pour investir dans du logement. Et c'est ça, sans doute, l'avenir. Parce que pour l'instant, c'est beaucoup de fonds publics et très peu de fonds privés, parce que le système n'était pas développé. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à être solidaires dans leur épargne. Et ça, déjà, c'est un très beau symbole parce que c'est introduire de la gratuité et du don dans l'économie. Donc c'est ça la nouvelle forme d'économie, l'économie du partage dont nous parle le pape. Donc ça, c'est un premier point sur l'investissement. Et ça, je crois que c'est appelé à se développer. Donc le Secours catholique vient de créer Caritas Habitat pour rentrer sur ce champ-là. Et sur le plan du fonctionnement, donc de l'accompagnement social, moi, je crois, avec tout le respect que j'ai pour les travailleurs sociaux, que les gens qui sont relogés n'ont pas forcément besoin d'avoir tant de travailleurs sociaux autour d'eux. Ils ont surtout besoin d'avoir des amis autour d'eux. Voilà. Et en cela, le bénévolat est irremplaçable. Nous, on est une association qui a 68 000 bénévoles. Donc, on sait ce que c'est que cheminer avec quelqu'un, l'accompagner, voilà, être dans une relation fraternelle, l'emmener à un concert, participer avec lui à une chorale ou des choses comme ça. Et c'est ça qui le construit plus que le travail professionnel qui est nécessaire mais qui doit rester à sa place. Et ça aussi, c'était une intuition très forte du père Devers d'Habitat Humanisme, de dire il faut, et SNL aussi, il y a autour de la famille qu'on reloge beaucoup de bénévoles de proximité, et peut-être certains d'entre vous vous en faites partie et vous nous en parlerez tout à l'heure, des bénévoles de proximité qui sont là pour que la personne puisse justement habiter son logement, puisse aller à l'école sans raser les murs, puisse aller au centre social, découvrir des activités de gymnastique, puisse aller faire du sport et emmener ses enfants au club de foot, etc. Et ça c'est vraiment l'accompagnement d'un bénévole qui est irremplaçable. Donc là, je crois qu'on a des champs énormes à explorer de possibilités qui remplacent largement des financements publics et pour lesquels on le sent, puis on le voit dans cette question-là des migrants aujourd'hui, il y a une espèce de réveil de la solidarité des citoyens. On va en parler tout de suite des migrants, mais vous avez raison. Moi, c'est vrai qu'à défaut d'un fonctionnement parfait de la législation, à défaut d'une réalité satisfaisante sur le terrain, c'est vrai vous avez tout à fait raison, on a vu émerger ces dernières années toute une série d'alternatives, que ce soit la colocation avec des sans-abri, la colocation intergénérationnelle, et puis certaines que vous nous avez présentées. Yves Lafaucrière, vous nous parliez de cette initiative dans le 15e. Je le rappelle, vous êtes un spécialiste de l'immobilier. Une des questions qu'on se posait en préambule, c'était que font les bien logés pour les mal logés. Quels sont, selon vous, les diverses façons de rendre son patrimoine utile dans une logique d'un usage plus fraternel de ses biens, et quels conseils vous seriez tenté de donner aux propriétaires d'appartements? Aux propriétaires d'appartements privés, bon, il y a des démarches qui ont été engagées à Paris, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, une démarche de mobilisation auprès des propriétaires privés qui avaient des logements vacants pour justement les mettre à disposition d'une société de la ville de Paris, Stellation, puis ensuite d'associations pour justement héberger des gens. Je pense que le parc privé, il faut laisser fonctionner le marché dans le cadre de la loi. En plus, il y a la loi Allure maintenant, qui fait que, si vous voulez, c'est quand même sérieusement encadré. Après tout, c'est la relation entre le propriétaire et le locataire qui définit la façon dont utiliser le logement. Ceci dit, sur les acteurs institutionnels, notamment les bailleurs sociaux, il y a toutes les formes de logement traditionnel, le logement familial, mais il y a également toutes les initiatives que prennent
un groupe comme le nôtre, comme 3F, mais également toutes les sociétés ou les offices d'HLM. Nous, on a créé il y a 7-8 ans une société spécialisée qui s'appelle Résidence Sociale de France, dont le directeur général est là, Bruno Rousseau, et dont le but est justement de développer tout ce qui est structure d'hébergement pour travailleurs en mobilité, pour personnes handicapées, pour gens en situation de réinsertion, sans d'hébergement d'urgence, etc. Et partant du principe, et ça c'est un principe auquel je suis très attaché, chacun doit bien faire son cœur de métier. Nous sommes des opérateurs immobiliers. Ce qu'on sait bien faire, ce qu'on essaye de bien faire, c'est construire des immeubles, bien les entretenir, mais la relation avec les usagers de ces structures d'hébergement doit être faite par des vrais spécialistes. Et c'est pour ça que dans cette société qu'on a créée, la gestion quotidienne, la relation avec les usagers, les utilisateurs de ces structures d'hébergement est toujours faite par des associations. Alors on travaille avec Habitat Humanisme, on travaille avec SNL, on travaille avec des associations comme Aurore, la LJT. Je pense que c'est un bon modèle et c'est un modèle qu'on développe dans toute la France parce que également le rapport au logement évolue beaucoup. On est dans une société où les ménages explosent, où l'accès à l'emploi est beaucoup plus précaire qu'il y a 20 ans ou 30 ans, où les gens sont 6 mois à Paris, puis ensuite ils doivent aller 2 ans en province. Et donc on a créé par exemple des résidences hôtelières à vocation sociale, dont l'objet est de répondre à 3 types de clientèle. D'abord tout simplement des gens qui se présentent dans ces résidences et qui sont là et qui veulent autre chose qu'une simple chambre d'hôtel, qui veulent une petite structure avec un coin cuisine et une capacité à vivre pendant plusieurs semaines à cet endroit dans des conditions plus agréables. Ça, c'est une première partie de clientèle. Une deuxième partie de clientèle, c'est réservé, je dirais, au monde de l'entreprise. C'est-à-dire c'est pour accompagner tous les gens qui, dans le cadre d'un CDD, d'une formation professionnelle, doivent aller passer 2 mois à Bordeaux, 6 mois à Marseille, d'accompagner ces entreprises pour trouver des solutions d'hébergement digne. Et puis le troisième tiers, il est réservé à l'État, avec des tarifs privilégiés, et il doit permettre justement de répondre à un certain nombre de situations d'urgence pour des gens qui peuvent être à la rue et qui peuvent revenir par des phases d'insertion à travers ça. Donc voilà, des initiatives comme ça, 3F fait ça, mais des tas d'autres sociétés ou offices d'HLM font ça. Et je pense, par rapport à ce qu'on disait sur la question de la qualité de l'habitat, beaucoup de choses sont faites. Regardez par exemple Paris. Paris, en 10 ans, a pratiquement éradiqué l'insalubrité. Il y a une politique de fond qui a été engagée en 2001, avec la mission qui avait été confiée à la SIAMP d'éradication de l'insalubrité. Et on peut dire qu'une politique qui a coûté cher à la ville, mais avec une vraie volonté politique, avec un acteur dédié, a permis de résorber beaucoup de cas d'insalubrité. Le même travail, cet immense travail reste à faire en première couronne et en deuxième couronne. À côté de ça, toutes les zones que j'ai évoquées tout à l'heure en renouvellement urbain sont en train de se renouveler. Et puis, dans le cas particulier de l'Île-de-France, je pense que la création d'un maillage de transport beaucoup plus puissant va être également quelque chose de positif. Parce que dans les exemples qu'on cite toujours de la famille qui est à l'hôtel avec 2 enfants, qui va à l'école et qui n'a pas de logement, bien souvent, ce qu'on pourrait dire, c'est que si cette famille acceptait d'aller à 30 km de Paris, il y a des logements sur lesquels elle pourrait être logée dans des conditions tout à fait dignes, avec des écoles à proximité. Mais elle ne le veut pas parce que, par rapport à l'insertion, par rapport au travail précaire, c'est beaucoup trop loin. Donc l'importance des transports et de l'accélération de la mise en place du grand système de transport de la région parisienne est quelque chose d'essentiel pour remédier à cette question du mal logement. Je vais passer la parole à Christophe Robert avant qu'on parle un peu des migrants. Que vous inspire? Alors, vous nous avez parlé, Yves Fouria, des initiatives des acteurs de l'immobilier. Il y a toute une série d'initiatives de la part des associations. Je ne vais pas les citer toutes, mais la mise en place d'une nuit solidaire qui a mobilisé plusieurs millions de personnes, la multiplication des maraudes, l'ouverture à Liévin de la résidence Jean-Paul II qui loge et qui épaule des familles en voie d'insertion. C'est une espèce de sas de réinsertion. Il y a comme ça toute une série d'initiatives qui fourmillent. Il faut quand même le voir à côté de choses plus sombres. Il y a quand même ça. Que vous inspire, vous, en tant qu'observateur spécialiste du logement et du mal logement, toutes ces initiatives? Écoutez, beaucoup d'espoir. La Fondation finance à peu près 700 projets par an dans le domaine du logement, SNL ou d'autres, sur lesquels on apporte une contribution, y compris pour produire du logement social lorsqu'il est réalisé par les associations. Donc beaucoup d'initiatives spontanées, de solidarité. Je crois que c'est le grand espoir. C'est le grand espoir dans le sens où
c'est la proximité qui, à un moment, fait qu'un certain nombre d'acteurs disent « c'est pas possible, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à enjamber les sans-abri ou savoir que des enfants ne peuvent pas réaliser leurs devoirs scolaires dans de bonnes conditions parce que le logement n'est pas adapté. » Donc il y a des réactions, effectivement, de bénévoles. Il y a des réactions d'acteurs institutionnels qui disent on doit aussi, là où on doit être, hein, dans notre technicité, apporter une contribution. Et de fait, que ce soit le logement intergénérationnel, que ce soit des coopératives d'habitants qui viennent aussi faire sortir le foncier du jeu du marché. Et c'est ce qu'on fait aussi avec une foncière qu'on a créée dans cet objectif-là. Dire, si on veut garder une partie du logement pour les défavorisés, en tout cas avec un niveau de loyer plus bas, il va falloir faire sortir du marché une partie du foncier. Donc on a monté une foncière sur l'épargne solidaire pour justement acheter du foncier et le mettre à disposition de SNL ou d'autres partenaires, Fréa, etc. Simplement, moi je pense que tout frémissement, et la période que l'on vit à travers les migrants et la réaction dans notre pays est importante, toute réaction de solidarité doit être accompagnée, soutenue et merveilleuse quelque part. Et il faut l'encourager. Parfois, il faut aussi un petit peu l'encadrer, l'organiser. On a eu des périodes comme ça, d'élan de solidarité, qui ont été, où les gens se sont portés volontaires pour apporter quelque chose, il n'y a pas eu la réponse en face. Et donc les gens étaient très surpris. J'aimerais qu'on puisse en discuter peut-être autour de la question des migrants, c'est très important. Mais parallèlement, je crois quand même qu'il y a des questions structurelles qui se posent, politiques. Pas d'argent, ça se discute. Pas d'argent pour tel public en difficulté, pour construire telle opération. Bien sûr qu'on doit tous se responsabiliser, et on le fait. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Mais quand même, depuis 2008, on est dans un pays où on a subi une crise presque sans précédent, en tout cas dans un avenir proche, 30, 40 années. Et on a eu le sentiment que tout le monde prenait l'ascenseur qui descend. Hein, en disant finalement, tout le monde a un petit peu baissé son pouvoir d'achat. Alors les plus pauvres sont un peu plus pauvres, les riches sont un petit peu moins riches. En réalité, non. En réalité, non. Pendant cette période de 2008 à 2015, les écarts ont continué à se creuser entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Sur la question, par exemple, des ressources, la fiscalité. Quand le logement a pris 100%, le logement privé, un bien immobilier, a pris 100% de sa valeur en 10 ans, dans les années 2000. Quelqu'un qui avait la capacité d'investir 10 fois 100 000 euros parce qu'il achète 10 logements à 100 000 euros et qu'ils en valent 200 000 après. Vous avez là une création de richesse. Et je pense que ça pose quand même des questions structurelles autour de la fiscalité, autour de la répartition, autour de la lutte contre les inégalités. Je suis désolée, alors je sais que c'est compliqué. Parce qu'il nous reste 5 minutes et j'aurais voulu vous entendre tous les deux sur la question des Mais il va migrants. falloir avoir des éléments de solidarité structurelle à côté de cette solidarité Je vous redonne la spontanée. parole tout de suite, Monsieur Lavrière. J'aurais vraiment voulu qu'on parle de la question des migrants pour faire le lien. Vous partagez un même espoir tous les deux, ça fait plaisir à entendre. Sur cette question des migrants, juste pour rester sur ce sujet, parce que vous l'avez évoqué, au sein du Secours catholique, vous avez été, je crois, extrêmement sollicité, Véronique Fayet. Quelle réponse est-ce qu'on peut apporter à l'heure actuelle ? Et vous, en l'occurrence, au sein du Secours catholique? Alors, pour être précis, on va parler peut-être des réfugiés. Des réfugiés, Parce oui. que, voilà, on met derrière Vous avez raison. migrants, réfugiés, tout ça, beaucoup de confusion. Le problème des migrants, on le connaît depuis fort longtemps en France, des migrants avec droit, sans droit, clandestins, etc. Bon. Là, on est vraiment sur une question très particulière, des réfugiés, demandeurs d'asile, donc des gens qui ont besoin d'une protection urgente. Donc, en fait, nous, ce qu'on a essayé de faire au Secours catholique, c'est d'essayer de coordonner les choses. C'est-à-dire, c'est au niveau des territoires que ça va se jouer, parce que les gens, ils n'ont pas seulement besoin de couverture, ils n'ont pas seulement besoin de logement, ils n'ont pas seulement besoin de tout ce que les gens veulent apporter. Et il y a un élan de solidarité formidable, une espèce de réveil citoyen, d'ailleurs, qui bouscule notre gouvernement, qui était un peu tiédasse, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui, tout d'un coup... devient un petit peu plus allant sous la pression de l'opinion publique. Donc ça, c'est formidable. Donc en fait, on a publié un petit document là, il y a quelques jours avec l'association Welcome, donc, qui connaît très bien des services jésuites des réfugiés, qui connaît très bien cette question de l'accueil des demandeurs d'asile au domicile de personnes. Ils le font depuis très longtemps, donc il faut passer à la vitesse supérieure. La pastorale des migrants, le Secours catholique. Et on dit, réunissez-vous dans votre quartier ou dans votre ville ou dans votre village
autour de la paroisse, avec l'association Emmaüs s'ils sont dans le coin, avec Secours Populaire, avec voilà, Habitat Humanisme, et voyez comment collectivement vous pouvez accompagner ces personnes dans la durée. Parce qu'il ne faut pas y aller tout feu, tout flamme en pensant que ça va se résoudre. Il y a des gens qui n'auront pas le droit d'asile, qui vont être déboutés. Si vous les avez pris chez vous, ça va être compliqué de les mettre dehors. Et puis au bout de 8 mois, 12 mois, vous serez excédés, vous aurez envie de leur taper dessus. Donc voilà, donc on encourage les gens à s'organiser collectivement et de manière à ce qu'il y ait un accompagnement qui soit aussi un accompagnement pas seulement matériel, mais aussi fraternel. Alors cet accompagnement fraternel, et je suis désolée parce que je dois de nouveau vous interrompre, il nous reste très peu de temps. Dominique Greiner, vous êtes beaucoup interrogé aussi, à la fois vous-même et au sein de votre rédaction, sur ces vagues de réfugiés qui bouleversent les équilibres existants et qui supposent d'ailleurs d'identifier des nouveaux modes de cohabitation. Quelle est votre approche sur ces problématiques ? Moi, je vais dans le même sens que Véronique Failly. À nous, la question, c'est de savoir comment on va structurer. Enfin, c'est aussi l'expérience que j'ai en congrégation de frères qui sont très investis dans l'accueil de migrants et de réfugiés, notamment du côté de Conflans-Sainte-Honorine. On voit bien qu'il ne suffit pas de... L'accueil est très exigeant, demande aussi un aspect, beaucoup de générosité, mais aussi du professionnalisme, parce que des gens qui vont venir, qui ne parlent pas français, auront besoin d'être accompagnés pour faire des démarches, on aura besoin de les accompagner vers la scolarisation des enfants, etc. Et c'est vrai que ça ne se fera pas sans une complémentarité des divers acteurs. Et donc, et c'est comme ça qu'on va être dans la durée, parce que aussi pour les réfugiés, on commence à se poser la question de l'insertion professionnelle, de l'insertion scolaire. Et tout ça, c'est pas simplement les paroisses que le pape veut mobiliser qui seront en capacité de le faire. C'est pour ça qu'il est important qu'à un moment donné, que cette charité s'institutionnalise. Donc il faut de l'élan de générosité. Et s'institutionnalise au sens fort pour que ce soit durable. L'institution est une très bonne chose. Le Secours catholique est une institution en tant qu'il a des règles de fonctionnement, en tant qu'il a une capacité à faire durer des actions qui ne seraient que temporaires. Donc il faut des institutions qui s'organisent. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, ça passe toujours extrêmement vite. Avant de rendre l'antenne, permettez-moi de citer ce livre, Lien familial et lien social face à la précarité, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'est pas encore sorti, mais ce sera bientôt le cas. Il s'agit d'un livre de Jacques Arène, donc à paraître au mois d'octobre dans la collection Perspectives et propositions des publications du Collège des Bernardins. Et la semaine prochaine, nous parlerons de l'avenir de l'école et des possibilités offertes par les technologies numériques. D'ici là, bonne soirée à tous.